La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la Terre est ronde, soit, mais comment l'a-t-on su ? Je vous ai dit en septembre dernier qu'il y aurait cette année une innovation par rapport à l'an dernier, dont le but est d'augmenter la connaissance que nous avons de nos connaissances scientifiques. J'avais donc annoncé que de temps en temps, disons une fois par mois, j'inviterai à notre conversation scientifique un chercheur, un spécialiste à qui je demanderai de nous expliquer par le menu comment tel phénomène fut découvert, comment telle théorie fut construite, comment tel objet fut détecté, comment telle idée a jailli et en quel cerveau. Mon premier invité dans cette série fut un biologiste, Pierre-Henri Gouillon, qui nous expliqua le 12 septembre dernier sur quoi s'est fondée la théorie de l'évolution et en quoi elle consiste. Le 10 octobre, c'est Marc Lachaiseray qui nous expliquait en termes clairs comment on a compris que l'univers est en expansion et aussi que cette expansion de l'univers est une expansion d'un type très spécial, un phénomène qui dépasse toutes les représentations ordinaires. Aujourd'hui, je vous propose un retour sur une question fondamentale, et même fondamentale de chez Fondamental. Comment a-t-on su que la Terre est ronde ? Qui en a eu l'idée ? Qui l'a prouvé ? Avec quels arguments ? Depuis les années 60, les premiers clichés de clair de terre vus de la Lune, faits notamment par l'équipage d'Apollo 8, il est évident pour tout le monde que la Terre est une boule bleue et blanche. Par ailleurs, si l'on a la chance de voyager en avion un jour où le ciel est clair, la courbure de l'horizon apparaît nettement dès que l'appareil est à haute altitude. Mais comment percevoir la rotondité de la Terre en restant à sa surface ? Dans l'Antiquité, des hommes pensaient déjà que la Terre était ronde. Pourtant, au niveau de la mer, la courbure de l'horizon ne saute pas aux yeux. Mais lorsqu'on regarde de gros bateaux s'éloigner d'un port, on les voit passer progressivement sous la ligne d'horizon. Cela ne se produirait pas si la Terre était plate. Quand on peut, comme en Grèce, observer la mer du sommet d'une montagne, on voit nettement plus loin que lorsqu'on se situe en contrebas au niveau de la mer. On constate alors que l'horizon recule, mais ces observations ont beau être éloquentes, elles ne prouvent pas que la Terre est vraiment ronde. Alors comment a-t-on su que la Terre est une boule ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Roland Lehoucq. Vous êtes astrophysicien au service d'astrophysique de Saclay. Vous vous intéressez à beaucoup de choses, notamment à la topologie cosmique. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Alors ma première question, puisqu'on va beaucoup parler des Grecs, je pense, c'est est-ce que avant les Grecs, chez les Indiens par exemple, ou les Babyloniens, des gens disaient déjà que la Terre est ronde ? Alors d'abord une première information, je ne suis pas spécialiste d'histoire des sciences et donc du coup je ne parle que de seconde main. Donc je parle comme un astrophysicien qui s'est intéressé au problème de la rotondité de la Terre, tant c'est un problème important, qui s'intéresse à la forme de l'univers et donc d'une certaine façon la forme de la Terre et la forme de l'univers. Voilà deux questions. On est à la surface de la Terre comme vous le disiez, comment peut-on percevoir la forme ? On est dans l'univers, comment peut-on en observer ou en détecter l'éventuelle forme ? Alors pour ce que j'en sais, c'est que les Grecs se sont posé la question de la rotondité de la Terre et qu'avant eux, pour l'essentiel de ce que l'on peut avoir, ce qui est toujours assez difficile puisque les textes manquent et les témoignages manquent à des périodes aussi reculées, la Terre est considérée essentiellement comme plate, comme on le voit à nos sens d'une certaine façon, notre Terre observable, un peu comme il y a un univers observable, notre Terre observable est une manière de disque borné par l'horizon et en se déplaçant, on voit effectivement des villes nouvelles ou des objets nouveaux qui n'apparaissaient pas dans notre champ de vue, mais pour l'essentiel, notre perception quotidienne nous montre une terre plate. Qu'est-ce qu'il a fallu comme argument, comme observation, comme raisonnement pour que l'idée d'une Terre ronde commence à germer ? Alors il y a déjà certains philosophes grecs comme Parménide qui, pour des raisons, disons, d'esthétique, nous dit le ciel au-dessus de nous, l'impression que l'on a de la voûte céleste est d'une demi-sphère, et il lui paraît assez naturel que cette demi-sphère soit une partie d'une sphère et que la Terre, par symétrie, on dirait maintenant en physique, adopte la forme de la chose qui l'englobe, de la sphère céleste qui l'englobe. Donc que la Terre soit sphérique ou ronde lui paraît naturel pour des raisons disons d'esthétique. En même temps, c'est pas un argument, évidemment. Dans le cas de l'univers, si je ramène ça à la topologie de l'univers a l'air très grand, il semble naturel qu'il soit infini.
Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais cet aspect naturel des choses n'est pas gagné d'avance. Alors en fait, les premiers arguments, si j'ose dire, physiques, enfin qui sont avec quelques pertinences théoriques, viennent de Aristote au IVe siècle avant notre ère, qui propose trois sortes d'arguments pour justifier, alors peut-être pas de la sphéricité de la Terre encore, mais du fait que d'une certaine façon elle est courbée et qu'elle n'est donc pas plate. Alors le premier argument, c'est un argument qui consiste à observer encore une fois le ciel et à constater que des étoiles que l'on voit à un certain lieu de la Terre ne sont plus visibles quand on se déplace sur la Terre. Quand on va vers le nord, par exemple, à partir alors de la Grèce, par exemple, on constate que des étoiles qui étaient visibles bas sur l'horizon de la Grèce ne sont plus visibles quand on monte vers le nord, ou qu'au contraire, quand on se déplace vers le sud, de nouvelles étoiles apparaissent. Alors ça utilise un phénomène qui est simplement, que l'on interprète en termes modernes comme les étoiles se lèvent et se couchent, qui est dû à la rotation de la Terre sur elle-même, et certaines étoiles ne se lèvent et ne se couchent jamais, on les appelle les étoiles circumpolaires. Il suffit de repérer la dernière étoile circumpolaire, celle qui allait juste se coucher, rase un tout petit peu, et hop, elle se relève tout de suite. Elle s'est à peine couchée qu'elle s'est tout de suite levée. Cette étoile, vous la repérez, et vous constatez qu'en vous déplaçant à la surface de la Terre, soit vous voyez apparaître des étoiles en dessous de cette dernière étoile circumpolaire, soit au contraire, cette étoile circumpolaire n'est plus la dernière étoile circumpolaire. Donc Roland Loog, il faut voyager, avoir une mémoire du ciel qu'on a observé à un certain endroit et voir qu'à un autre endroit, le ciel apparaît différent. Exactement, ça nécessite d'avoir déjà quelque chose comme un catalogue d'étoiles, même si c'est un bien grand mot pour désigner une sorte de repérage des étoiles. Il faut être capable de se repérer dans le ciel pour pouvoir constater ce phénomène. Roland Loog, vous voyez, je suis arrivé avec les œuvres complètes d'Aristote. Je vois un pavé énorme. Rédigé sous la direction de Pierre Pellegrin. Et ce que vous dites se trouve, pour les auditeurs que ça intéresserait, page 666 de ces œuvres complètes, dans le Traité du ciel. Le Traité du ciel, exactement. Il y a deux paragraphes, l'un qui s'appelle Forme de la Terre, l'autre qui s'appelle Grandeur de la Terre. Alors ça, c'est un premier argument qui est lié au fait que les Grecs se déplaçaient, donc pouvaient observer. Observer dans des lieux différents et observer le ciel, et observant le ciel dans des lieux différents, constater que du ciel, ils ne voyaient pas la même chose, ils ne voyaient des étoiles nouvelles, ou au contraire, des étoiles qu'ils avaient l'habitude de voir étaient derrière l'horizon, disparaissaient derrière l'horizon. Il y a un deuxième argument, qui est aussi un argument d'ordre astronomique, qui consiste à observer les éclipses de lune, comme celle, tout le monde a pu peut-être, enfin je ne sais pas si tout le monde a vu, mais enfin, il y avait une éclipse de lune le 28 septembre dernier, une éclipse totale de lune, et ce phénomène, c'est la lune qui passe dans l'ombre de la Terre. Les Grecs avaient compris depuis très longtemps, et même avant eux, les Égyptiens avaient compris que la lune, les phases de la lune résultaient de l'éclairement du soleil et des positions relatives de la Terre, de la lune et du soleil. Donc la lune est éclairée par le soleil, elle est brillante parce qu'elle est éclairée par le soleil, et quand elle rentre dans l'ombre de la Terre, elle n'est donc plus éclairée par le soleil, c'est une éclipse, et elle disparaît, ou essentiellement elle disparaît au regard. Pendant qu'elle rentre dans l'ombre de la Terre, on voit une partie de la lune brillante et une partie de la lune qui est sombre. La limite entre ces deux parties est formée par le bord de l'ombre de la Terre. Et ce qu'ont constaté les astronomes, et ce que rapporte Aristote, c'est qu'on a toujours vu le bord de l'ombre de la Terre se projeter sur la Lune, on a toujours vu ce bord circulaire. Et on se demande quelle est la forme d'un objet dont l'ombre est toujours circulaire. Alors ça ne peut pas être un disque, parce que si c'était un disque, il pourrait y avoir de temps en temps une ombre fine si l'éclairage se faisait dans le plan du disque. Et la seule forme qui est compatible avec ces observations d'éclipse totale de Lune, c'est la forme sphérique, qui a une ombre toujours circulaire, dont la coupe est toujours circulaire, quelle que soit l'orientation. Donc c'est l'association entre une observation astronomique et un raisonnement géométrique. Exactement. Et il y a des dessins de certains regardez manuels de la Renaissance qui expliquent l'argument en dessinant une terre carrée faisant une ombre carrée, une terre triangulaire faisant une ombre triangulaire, une terre hexagonale faisant une ombre hexagonale, et une terre sphérique faisant une ombre circulaire. Et ils disent, regardez, si l'on avait ces formes variées, on aurait ces ombres variées, et cela dépendrait de la forme de la Terre et de l'orientation du Soleil. Ce n'est pas ce que l'on constate, et donc finalement, on peut en déduire que probablement la Terre est sphérique. C'est un argument finalement assez moderne, parce qu'on se dit, on essaie de rendre compte des apparences par une hypothèse, la Terre est sphérique, et on détruit les hypothèses adverses par le fait qu'elles ne sont pas adaptées à la réalité, qu'elles ne rendent pas compte de la réalité. On est dans une vision où il faut rendre compte des apparences, et pour rendre compte des apparences, l'hypothèse d'une Terre sphérique est bien plus efficace si l'on considère les éclipses de lune. Alors vous parliez d'un troisième argument.
Alors le troisième argument, Chez Aristote. qui est un argument alors qui est d'une autre nature que astronomique, qui vient de la, disons, de la physique entre guillemets d'Aristote, puisque le mot n'existe pas à l'époque, mais de l'idée qu'il se fait de la façon dont les corps agissent entre eux. Dans sa théorie des 4 éléments, il y a les éléments de type Terre qui tombent vers la Terre selon lui parce qu'ils veulent rejoindre leur lieu naturel, qui est le centre de la Terre. Donc tous les éléments de type Terre, les parties matérielles de la Terre, vous, moi, les bouteilles d'eau, les studios de radio et les pierres, voulons tomber vers le centre de la Terre, sommes arrêtés essentiellement par la surface de la Terre, mais il y a l'idée que la Terre résulte finalement d'une agglomération de matériaux qui veulent tous tomber les uns sur les autres, mais qui ne peuvent pas s'interpénétrer, qui veulent tous tomber les uns sur les autres, et que la forme qui doit résulter de cette attraction finalement entre tous les éléments de type Terre est une forme qui doit être la plus compacte possible, et la forme la plus compacte possible pour un volume donné étant la sphère, il lui apparaît naturel de supposer que la Terre est aussi une sphère. Donc là, on a affaire à un argument de type, on dirait aujourd'hui, de symétrie, principe de symétrie. Alors, c'est un argument en double de principe de symétrie, c'est-à-dire que son attraction est d'une certaine façon à symétrie sphérique, on dirait maintenant. Elle ne dépend que de la distance entre les corps, et ils s'attirent les uns les autres, et puis ils se rapprochent le plus possible. Et en même temps, on a un argument qui est donc finalement physique, enfin on appellerait ça maintenant physique, où on ne va pas s'intéresser à la géométrie, on va le voir un peu tout à l'heure, mais quand on regarde ce qui se passe dans le ciel, c'est de la géométrie, c'est la forme des choses. Et maintenant, on va regarder un argument de type physique, on se dit les lois du monde vont imposer à la Terre, les lois du monde, alors telles que les voyait Aristote, vont imposer à la Terre d'être sphérique, et d'une certaine façon, c'est sa forme d'équilibre, on dira ça beaucoup plus tard, mais c'est sa forme d'équilibre sous l'influence de toutes les forces qui agissent sur elle. Mais lorsque Aristote parle de centre, est-ce que dans son esprit, ça signifie d'emblée que la Terre est sphérique ? Ou est-ce que le centre peut s'appliquer aussi à un disque Oui, alors effectivement, il est probablement pas très précis là-dessus. Enfin, j'en sais pas assez sur Aristote et toutes les circonvolutions de sa pensée, mais il y a dans l'idée que la matière attire la matière, et qu'elle va se ramasser en une structure qui va être la plus compacte possible. On n'est pas loin du trou noir. Oui, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait le trou noir encore, il n'y a pas cette idée-là évidemment chez Aristote, mais l'idée voilà, d'un ramassement de matière, et quand on regarde les planètes du système solaire, alors maintenant avec l'imagerie moderne, évidemment à l'époque d'Aristote il n'en était pas question, on voit qu'elles sont toutes finalement sphériques, les planètes, et que les plus petits corps du système solaire ne sont pas sphériques. En gros, si on prend comme limite l'astéroïde Vesta, qui fait à peu près 500 km de diamètre et qui n'est pas tout à fait sphérique, tous les objets plus petits que Vesta sont pas sphériques, assez nettement non sphériques, qu'à par exemple regarder la comète Churyumov-Gerasimenko, observée par la sonde Rosetta et puis l'atterrisseur Philae. Elle est absolument pas sphérique, elle a une forme tout à fait incroyable. Tous les objets d'assez petite taille dans le système solaire qu'on a pu observer avec quelques détails ne sont pas sphériques. Vesta est une quasi-sphère. Cérès, un peu plus gros, est presque une sphère. Et au-delà, c'est des sphères pas quasi parfaites. On va en discuter tout à l'heure. Mais ça vient pas du fait que plus un objet est petit, plus il peut supporter des montagnes élevées. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, on l'interprète. Alors après, bien sûr, Newton a fait son œuvre et a remplacé on va en rester toute la théorie. Pour l'instant. On va rester Aristote pour l'instant. Mais il y a exactement ça. L'idée qu'un objet assez petit, l'attraction ne sera pas si forte et qu'il pourra supporter des montagnes de grande extension, qui seront de l'ordre de grandeur de sa taille à lui, de la taille vous-même, globale. Vous n'êtes pas sphérique. Exactement. Je ne suis pas sphérique, et dans la vision, disons, newtonienne, de la gravité pour le coup, d'une force, sans être newtonien, juste la matière attire la matière avec une symétrie sphérique. Je ne suis pas sphérique parce que cette force n'agit pas suffisamment intensément sur mon propre corps. Alors restons-en à Aristote pour le moment. Il a une certaine autorité. Aristote, il a 3 arguments que vous venez de développés qui ont l'air convaincants. Absolument. D'autant plus qu'il a de l'autorité. Donc est-ce que ça remporte la décision de tout le monde, ou est-ce que les partisans de la Terre plate ou d'une autre forme continuent à argumenter ? Alors, les partisans de la Terre plate, ils ont moins d'arguments parce qu'il faut justifier ça il faut justifier sa position d'une certaine façon. Alors, qu'ils aient moins d'arguments ne signifie pas qu'ils arrêtent d'argumenter. Pensez qu'en 1956, aux États-Unis, s'est formée une société qui s'appelle The Flat Earth Society, qui défend encore l'idée que la Terre est plate,
une société qui existe encore et qui prétend que les agences spatiales, les groupes de géodésie, les mesures satellitaires et les GPS, tout ça c'est de la foutaise et c'est du complot. Donc vous voyez que c'est pas si simple par des arguments. Si quelqu'un ne veut pas croire entre guillemets, ne veut pas se rendre à l'évidence des arguments physiques, il pourra toujours supporter toutes les théories qu'il voudra supporter. Donc la conversation scientifique participe au complot. Oui, alors peut-être. Alors selon la Flat Earth Society, la conversation scientifique participe certainement du complot, à la fois évolutionniste, parce que vous avez invité Pierre-Henri Gouillon, cosmologiste, parce que vous avez invité Marc Lachaiseray, et de la Terre plate. On va en remettre une couche avec vous. Alors voilà. Donc il y a aussi des expériences qui sont faites. Il n'y a pas que des raisonnements ou des observations. On parle beaucoup de l'expérience qui a été faite par Ératosthène. Oui, alors l'expérience, en fait, c'est plutôt qu'une expérience, on pourrait dire une mesure. Ce que fait Ératosthène, c'est qu'il se dit, après tout, puisque la Terre est circulaire, ronde, essayons d'en estimer la circonférence. Alors, se fondant encore sur l'astronomie, l'idée que le ciel apparent vu depuis un lieu n'est pas le même que le ciel vu depuis un autre lieu, ce qu'il constate, lui, c'est que, en tout cas, c'est tel qu'on le rapporte, tel que ça s'est passé, c'est probablement un peu différent. Maintenant, tel qu'on le rapporte, il constate qu'un certain jour d'été, le jour du solstice d'été, un puits dans la ville de Sienne reflète la lumière du soleil au midi solaire. Autrement dit, la surface de l'eau du puits est horizontale. Si je vois le reflet du soleil au fond du puits, c'est que le soleil est à la verticale du puits. Le soleil, on dit, est au zénith, c'est-à-dire il est dans la direction verticale ascendante, celle qui est en gros au-dessus de notre tête. Et donc, il sait qu'un jour, à une heure donnée, le soleil est au zénith de la ville de Sienne. La ville de Sienne qui est maintenant, s'appelle maintenant Assouan. Donc et la lumière tombe verticalement la lumière dans un tombe puits. Verticalement au fond du puits. Ça, il le constate, disons, tel qu'on le rapporte, c'est ce qu'il est constaté. Et par ailleurs, il sait aussi, soit on la lui a rapporté, soit il l'a vérifié aussi, tout ça, les textes et les témoignages sont assez flous là-dessus, mais il sait aussi qu'au même moment, le même jour, à la même heure, dans la ville d'Alexandrie, qui est à quelques distances de la ville de Sienne, elle est plus au nord que la ville de Sienne, le soleil n'est pas au zénith. Le soleil est haut au-dessus de l'horizon, il est au plus haut, on appelle la culmination, si c'est le midi solaire, ça s'appelle la culmination. Le soleil est au plus haut, mais il n'est pas au zénith, il n'est pas dans la direction verticale. Et cela se constate aisément en remarquant que l'ombre d'un obélisque d'Alexandrie, il y a une ombre, si le soleil était au zénith, il n'y aurait point d'ombre, il y a une ombre, et mesurant la longueur de l'ombre et connaissant la hauteur de l'obélisque, on peut en déduire l'inclinaison du soleil sur l'horizon, ou l'écart, ce qu'on appelle la distance zénithale, l'angle qu'il y a entre la position du soleil apparente dans le ciel et le zénith du lieu. Et cet angle qu'il mesure, qu'il obtient, c'est 1/50e de tour, 1/50e de 360 degrés. Donc il en déduit que pour faire le tour complet, eh bien, il va falloir multiplier la distance qui sépare Alexandrie de Sienne par 50. Cette distance, elle est évaluée à 5000 stades par Ératosthène. Alors, et donc, il obtient une circonférence de 250 000 stades. Alors, il y a deux aspects intéressants sur l'affaire. Il a calculé la vitesse moyenne des chameaux. Voilà, c'est que pour trouver la distance, il y a 2 points. D'abord, ça fait combien en kilomètres ? Donc là, c'est un problème de physicien. À l'époque, c'était en stade. Les unités, c'est important. Alors, c'était en stade, je me suis un peu renseigné. Oui. Or, les historiens continuent de discuter sur la valeur d'un stade, la distance que représente un stade. Exactement. Donc du coup, la valeur qu'obtient Ératosthène, certains penchent pour un stade qui est de l'ordre de 157 mètres, d'autres diront autre chose. Bref, il obtient un ordre de grandeur qui est dans la gamme des 40 000 km que l'on connaît actuellement. Donc il a, on dirait en physique, le bon ordre de grandeur. Son évaluation en termes modernes est probablement relativement imprécise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est imprécise aussi parce que comment a-t-il obtenu ces 5000 stades ? Eh bien, elle a été... Alors, là encore une fois, les témoignages et les façons dont on pouvait mesurer les distances à l'époque ne sont pas tous concordants, mais il faut réaliser que ça se faisait essentiellement par la marche. Il y avait disons, des employés du cadastre, si on peut dire, surtout en Égypte. Après chaque crue du Nil, il faut refaire le cadastre. Parce qu'évidemment, les terrains ont été recouverts par le Nil, et il faut reconstituer quelle surface appartient à qui. Et il y a des gens qui sont employés pour ça et qui marchent, soit ils comptent leurs pas, soit ils comptent les pas d'animaux de trait, si je veux dire, de chameaux. Ils comptent des pas, et comptant les pas, ils en déduisent une distance. Donc on pense qu'il a estimé la distance entre Sienne
et Alexandrie, en comptant des pas humains ou des pas de chameaux, enfin, au final, on peut estimer que ce n'est pas très précis. Donc cette valeur qu'il obtient est du bon ordre de grandeur, 250 000 stades, quand on met cette valeur, disons, plausible pour le stade, mais ça n'est pas une valeur qu'on peut qualifier de remarquable. Ce qui est remarquable, c'est la procédure. C'est que, en ne quittant pas la Terre et en ne couvrant qu'une petite portion de la Terre, finalement, une centaine de kilomètres, quelque chose comme une centaine de kilomètres, quelques centaines de kilomètres, il arrive à déterminer la circonférence de la Terre. En fait, la vraie distance est 840 km. C'est ce que donne le GPS. Le GPS moderne, alors le GPS a raison, il a sûrement raison. Bon, tout ça, c'est très convaincant, encore une fois. Il y a les 3 arguments d'Aristote, il y a cette expérience, en tout cas cette mesure, qui donne une valeur assez précise, enfin pas très fausse par rapport à la vraie valeur que nous connaissons dès cette époque, qui s'appuie sur un principe géométrique qui, en tout cas, s'appuie sur l'hypothèse que la Terre est ronde et vient conforter cette hypothèse. Est-ce que ça clôt les discussions? Alors, on cherche toujours à mesurer, à vérifier, à mesurer la circonférence de la Terre, se rendre compte est-ce qu'elle est sphérique ou pas. L'hypothèse qu'elle est sphérique est l'hypothèse maintenant qui a le vent en poupe. Donc on entend souvent, ou parfois, mais un peu trop souvent, que le fait que la Terre soit ronde, ça date de Galilée. Et Galilée, pour lui, la Terre était ronde, et la Terre est ronde, en gros, depuis l'Antiquité. Après, il y aura toujours des gens qui vous expliqueront probablement que la Terre n'est pas ronde et qu'il y a des détails, mais tous les gens qui font des mesures, en fait presque pas. Les anciens font des mesures, Ératosthène fait des mesures, il y a un autre grec qui s'appelle Posidonius qui fait des mesures, lui qui est au 1er siècle avant notre ère, qui refait la mesure d'Ératosthène, avec une méthode un peu différente, mais dans le principe, en se fondant sur la hauteur d'une étoile au-dessus de l'horizon en 2 lieux différents, entre Rhodes et Alexandrie. Il obtient une valeur de la rotondité, de la circonférence de la Terre différente, 180 000 stades. Il se trouve que cette valeur va être adoptée par Claude Ptolémée, l'astronome, le grand astronome grec du 2e siècle après notre ère, qui a écrit l'Almageste, qui a fondé la théorie géocentrique du système solaire, enfin un grand astronome, et l'autorité de Ptolémée adoptant la valeur de Posidonius a fait que cette valeur de 180 000 stades n'a plus été mise en doute, en gros, jusqu'à la Renaissance. Plus personne, jusqu'au 15e, 16e siècle, n'a réessayé de mesurer à nouveau la circonférence de la Terre par des méthodes à l'Ératosthène. L'idée que la Terre était sphérique semblait acquise, sa valeur était affirmée par Ptolémée, et d'ailleurs en astronomie, les grands catalogues de l'Antiquité n'ont pas été non plus remis en question jusqu'à ce qu'en astronomie, Tycho Brahe veulent refonder l'astronomie par l'observation et créer un nouveau grand catalogue d'étoiles, mais fondé sur des mesures, disons, récentes et pas des mesures de l'Antiquité. Donc on est dans l'idée qu'il y a un grand saut dans les mesures, en se fondant sur l'ancienneté et l'expertise finalement de l'Antiquité, et que le fait que la Terre est sphérique, elle est peut-être débattue, mais en tout cas, c'est un fait quand même à mon sens plutôt acquis, avec une valeur de sa circonférence qui est celle de Posidonius parce qu'elle a transité par Claude Ptolémée. Donc ça veut dire qu'après cette période, tous les marins qui partent en mer pour des expéditions lointaines ne s'attendent pas à atteindre le bord du disque. Absolument. Ils savent que la Terre est ronde. Ils savent que la Terre est ronde, simplement ignorant ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Quand vous êtes en Grèce, de l'autre côté de l'horizon, vous savez, il y a l'Afrique, il y a la Cyrénaïque, il y a tout ça, il y a la Méditerranée, Mare Nostrum, les Romains, enfin, la Méditerranée est une grande mer. Quand vous êtes sur les côtes françaises, espagnoles, portugaises, enfin ce qui est maintenant France, Espagne, Portugal, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Nul n'a vu de terre en s'éloignant un peu, et c'est toujours assez risqué. Ces voyages au long cours sont assez risqués. Donc, peu de gens, pour ne pas dire personne, ne tentent l'aventure d'aller voir de l'autre côté. Le premier, en tout cas en Occident, c'est Christophe Colomb. On sait que Éric le Rouge et les Vikings sont passés par le Groenland et sont arrivés en Amérique, mais par un chemin, disons, de petits bonds, en sautant de terre en terre. Mais franchir le grand océan, ignorant ce qui se passe de l'autre côté, ce sont des conjectures. C'est un risque trop grand à prendre pour se lancer dans le voyage. Il ne suffit pas de savoir que la Terre est ronde pour être rassuré. Exactement, parce que l'océan est grand et Christophe Colomb, en le traversant, s'en est rendu compte. Et évidemment, les grandes expéditions après autour de la Terre l'ont montré. La Terre est grande, les océans sont vastes et il y a beaucoup à perdre, en particulier sa vie, à se lancer dans une aventure dont on ne sait pas si elle se finira par une terre au loin. Vous dites qu'à la Renaissance, les choses changent. Il
Il y a des mesures qui remettent en cause celles qui étaient adoptées par Ptolémée. Qui fait ça? Alors, le premier à faire ça, c'est le médecin d'Henri II qui s'appelle Jean-François Fernel. Et en 1528, il refait une mesure à la mode d'Ératosthène. Mais il le fait avec des moyens de 1528. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va mesurer cette fois-ci un degré de méridien. L'unité intéressante, ça sera le degré de méridien, le tour complet de la Terre, 360 degrés, il va mesurer 1 degré. Ératosthène avait mesuré entre deux villes. Ce que va faire Fernel, c'est mesurer entre Paris et un autre lieu qu'il va fixer en se disant « je veux que ce lieu ait une différence de latitude, on dirait maintenant, de 1 degré ». Et il va déterminer ensuite le 1 degré par des mesures astronomiques de culmination du Soleil. Et il va ensuite mesurer au sol avec une toise. Il va mesurer la distance entre ce lieu déterminé au nord de Paris et Paris, l'endroit dont il est parti. Et il obtient que 1 degré de méridien fait à peu près 110 km. Et il se fonde sur une méthode à la Ératosthène, mais il prend pas deux lieux, si je veux dire, qui lui conviennent. Il en prend un qui est Paris, et il en prend un autre qui est 1 degré de latitude au nord de Paris. Alors là, la méthode qu'avait utilisée Fernel pour mesurer les distances est encore une méthode assez rudimentaire, essentiellement en comptant les tours de roue d'un chariot qui va du lieu de départ au lieu d'arrivée. Il faut être patient. Il faut être patient, il ne faut pas se tromper. Alors on peut faire des petites méthodes, ça existe depuis assez longtemps, où vous n'êtes pas obligé de compter les tours de roue en les regardant, mais vous pouvez avoir un petit système à engrenage, même en bois, qui va incrémenter les tours de roue au fur et à mesure de leur tour. Et donc vous n'avez plus qu'à compter par 10 tours ou par 20 tours et prendre des notes. Les routes ne sont pas droites. Les routes ne sont pas droites, évidemment. Les roues sont circulaires comme on peut. Enfin, voilà. C'est pas simple. Ça fait des précisions qui ne sont pas extraordinaires. Il obtient à peu près 110 km traduit en unité moderne. En fait, il obtient 56 747 toises. Sachant que la toise est une unité qui dépend de la région en France, de la France à l'époque. Donc c'est des toises de Paris. Bon, ne rentrons pas dans les détails d'unité, c'est toujours un peu compliqué. Et ça fait à peu près 110 km. Et la valeur moderne de la longueur du degré de méridien est un peu supérieure à 111 km. Donc il a une valeur qui n'est pas du tout ridicule. Ce qui va changer la donne, dans la mesure des distances, vous voyez que là, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre en deux lieux distincts, différents de 1 degré de latitude. Ce degré de latitude, on peut l'estimer très précisément par les hauteurs de culmination du Soleil ou d'une étoile. Et ça, on peut le faire avec une grande précision. On sait qu'on a 1 degré de latitude de différence. Maintenant, quelle est la distance qui sépare ces deux lieux? Alors, c'est Gemma-Frisius, un mathématicien hollandais, qui au XVIe siècle va inventer la méthode, la géodésie finalement, la méthode de triangulation. Il va relier les deux lieux par réseau de triangles, des triangles qui vont être marqués physiquement à la surface de la Terre par des bornes bien visibles. Se mettant à une borne, il va observer les deux autres dans le lointain, les observer avec une lunette, mesurer tous les angles de tous les triangles qui joignent le lieu de départ du lieu d'arrivée, mesurer physiquement un côté du triangle, mais ce côté du triangle peut être assez petit, peut faire par exemple l'équivalent de quelques centaines de mètres. Il peut le mesurer très précisément, j'allais dire avec un double décimètre, avec une toise, en posant la règle et en la reportant après elle régulièrement, avec une mesure très précise de la base de l'un des triangles, mesurant tous les angles des triangles qui joignent les deux lieux. Il peut en déduire les côtés, la valeur en mètres de tous les côtés du triangle, et par des projections idoines, donc encore des mathématiques, la distance qui va séparer les deux lieux. Et là, on obtient une mesure qui est très précise, des mesures d'angle qu'on sait faire précisément, des mesures de distance, on n'a plus besoin de mesurer les 100 km d'un coup, sur une route qui n'est pas droite, on mesure sur une base qui est de quelques centaines de mètres. Mais seulement. Paradoxalement, on s'appuie sur l'idée que localement, sur ce triangle, la Terre est plate. Exactement. Et on prend une géométrie euclidienne. Exactement. Il n'y en a pas d'autre. Exactement. On prend une géométrie euclidienne localement, même sur 100 km, on sait bien que l'horizon, à notre œil, il est à quelques kilomètres. Quand vous faites typiquement 1m75, 1m80, la distance de l'horizon, la distance du plus lointain objet que votre regard peut voir, c'est à peu près 5 km. Donc c'est bien au-delà de l'horizon. Mais il y a l'hypothèse quand même qu'on va projeter tout ça sur une surface plane qui va approximer de proche en proche la courbure de la Donc Terre. On fait comme si elle était plate pour voir comment elle est ronde. Alors je dirais plutôt, on dit qu'elle est ronde et on fait une approximation de platitude locale pour reporter les mesures, les triangles les uns sur les autres. Alors cette méthode-là, elle a été évidemment perfectionnée, cette méthode de géodésie qui a été perfectionnée.
notamment l'abbé Picard, un astronome français, a fait ça. Il a mesuré l'arc qui séparait deux villes qui sont Malvoisines, qui est une ville près de Melun, au sud de Paris, et puis une autre ville, Malvoisine, et une ville qui s'appelle Sourdon, qui est à 20 km d'Amiens. Donc il a séparé, il a mesuré la distance, et à la fois la distance en kilomètres, par cette triangulation, et la différence de latitude de ces deux lieux. Alors évidemment, en plus, plus les distances augmentent, plus il faut tenir compte du fait que la Terre est ronde, et donc il faut commencer à faire de la géométrie sphérique. C'est-à-dire, localement, chaque triangle est assez petit pour être approximable par un triangle plat, et donc vous utilisez la géométrie euclidienne normale, mais l'agencement des triangles sur la surface vous permet d'avoir une mesure qui se fait sur une surface qui est courbée. Donc on approxime finalement la courbure de la Terre par un agencement de petits triangles plans qui s'agencent les uns aux autres, dont on mesure tous les angles et la base de l'un uniquement pour mesurer les côtés, pour déterminer les côtés de tous les autres. Et donc on commence à approximer la surface de la Terre sur une certaine distance, quelques centaines de kilomètres, par un réseau de triangles. Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à connaître la circonférence de la Terre? Je ne sais pas, je dirais que c'est notre lieu de vie. La Terre est ronde, on veut savoir ses caractéristiques, sa taille, la mesure. Ces mesures de géodésie permettent aussi de refaire la carte de France. La carte de France qui était très imprécise, en tout cas dans les distances, très imprécise dans les formes. Et quand la carte de France est présentée à Louis XIV, on lui dit la nouvelle carte de France. Il fait remarquer que vous avez réduit mon territoire bien plus que toutes les guerres n'auraient pu le faire. Le réduire, c'est-à-dire qu'au sens que visuellement, la dilatation, la mauvaise qualité de la cartographie qui précédait faisait que la France avait l'air immense au regard des autres territoires environnants et qu'elle a été ramenée à ses plus justes proportions par une saine géodésie. Mais évidemment, mesurer la Terre, c'est aussi déterminer sur combien on va pouvoir payer les impôts, les territoires occupés par la France, les territoires lointains occupés par la France, quelle surface ils ont, combien ils vont rapporter, les taxes. Enfin, il y a une idée que quand on mesure, on va pouvoir traduire ça en monnaie, d'une façon ou d'une autre, en monnaie sonnante et trébuchante. Roland Loug, je vous ai bien écouté, donc ça y est, je suis convaincu. La Terre est ronde, on connaît son diamètre, mais est-ce qu'elle est vraiment comme une boule? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est parfaitement sphérique? Est-ce qu'on s'est posé la question quand et comment est-ce qu'on a répondu à cette question par des mesures? Alors, effectivement, reprenons, la Terre est plate, puis la Terre est sphérique. On fait des mesures, on fait de la géodésie, on commence à faire des mesures précises. Et là, le doute va commencer à s'insinuer sur la sphéricité de la Terre. Le doute va s'insinuer pour deux raisons. Venant des mesures et venant de la théorie. Au XVIIe siècle, il y a un astronome néerlandais qui s'appelle Christian Huygens. Il théorise, si je veux dire, on va dire, il théorise la force centrifuge. Et il se dit, mais la Terre en rotation, la Terre est en rotation, maintenant on est dans un système héliocentrique, où la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même. La Terre en rotation va subir la force centrifuge auquel Huygens et est-ce que cette force centrifuge ne va pas influencer sa forme? Si l'on imagine que sa forme résulte d'une agrégation de matière, la théorie de Newton n'est pas loin. Donc on est dans une idée où il y a la gravitation, cette force, alors un peu mystérieuse, auquel Huygens ne croit pas, il a une théorie alternative. Mais enfin disons, il y a l'idée qu'il y a une force entre les éléments matériels de la Terre, qui vont compacter la Terre, lui donner une forme sphérique, parce que la force est à symétrie sphérique. Mais s'il y a cette force centrifuge, qui est une force axifuge, qui tend à écarter les éléments de l'axe de rotation, force qui est nulle sur l'axe de rotation, donc au pôle de la Terre, et qui serait maximum à l'équateur de la Terre, là on est le plus loin de l'axe, est-ce que cette force ne va pas influencer la forme de la Terre? Et puis il y a une observation d'un astronome italien, mais qui est, après, je veux dire, naturalisé français, qui vient à l'Observatoire de Paris, qui travaille et qui a une longue descendance en France, Jean-Dominique Cassini, qui lui observe la forme de la planète Jupiter, que l'on peut observer de l'extérieur, ce qui est quand même assez pratique. Sans savoir le disque de Jupiter, il constate que ce n'est pas un cercle, c'est un cercle aplati. Ce qui veut dire, puisqu'on la voit Jupiter en projection sur le ciel, que Jupiter est une sphère aplatie au pôle. Et il se dit, si Jupiter est aplati au pôle, peut-être que c'est dû à sa rotation. On sait que Jupiter est en rotation sur elle-même, parce que la tache rouge de Jupiter, que Galilée a déjà vue, une zone un peu plus sombre à la surface de Jupiter, on la voit se déplacer sur le disque de Jupiter, ce qui permet d'estimer la période de rotation de Jupiter. Eh bien, Jupiter est aplati, peut-être est-ce à cause de la force centrifuge. La Terre, toute chose égale par ailleurs, pourrait être aussi aplatie. Bref, la Terre est-elle vraiment une sphère parfaite ou une sphère aplatie sous l'effet de la force centrifuge? Alors,
Newton, lui, qui est donc le père de la théorie de la gravitation, se rend à cette idée, et en est tout à fait convaincu, et même essaie même d'estimer l'aplatissement de la Terre, sous l'effet conjugué de la force centrifuge due à sa rotation et de sa gravité propre, et il obtient un aplatissement, autrement dit un écart relatif entre le rayon équatorial de la Terre et le rayon polaire de la Terre, qui ne serait donc plus identique, la Terre n'est plus une sphère mais un ellipsoïde, et il obtient un aplatissement de 1/230e, autrement dit l'écart relatif entre le rayon équatorial et le rayon polaire de 1/230e, un aplatissement relativement faible. Est-ce que ça suppose qu'ils connaissent la masse de la Terre? Non, il suffit juste de connaître la façon dont la matière, supposer qu'elle est uniformément répartie et supposer que voilà, que vous êtes capable de calculer l'attraction de la Terre à une masse donnée, vous calculez l'attraction qu'elle a avec la forme qu'elle a, supposée donc non sphérique, ellipsoïdale, légèrement ellipsoïdale. Donc c'est un calcul qui est beaucoup plus compliqué que pour la gravitation d'une sphère homogène et sphérique, donc parfaitement régulière. Et je ne crois pas que vous ayez besoin de la masse de la Terre pour déterminer l'aplatissement, l'écart relatif. Après, vous avez peut-être besoin, si vous voulez calculer maintenant le rayon, si vous voulez estimer ça, vous avez besoin de la masse de la Terre pour estimer la gravité localement. Parce qu'une autre façon, c'est là où apparaît, et c'est là où c'est intéressant, apparaît une autre méthode pour déterminer la forme de la Terre. Au lieu de faire des mesures géométriques à sa surface par un réseau de triangles, on va faire des mesures dynamiques. On va regarder la période d'un pendule à un endroit, la période d'un pendule, du même pendule, à un autre endroit, éloigné, et voir qu'il y a une petite différence. Et pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Parce que la gravité en ces endroits n'est pas la même. Pourquoi ne serait-elle pas la même? Parce que la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Donc on n'est pas à la même distance du centre. Parce qu'on n'est pas à la même distance du centre. Alors évidemment, il faut prendre quelques précautions, parce que si vous avez à votre proximité une grande montagne, donc une grande masse, ça peut perturber le mouvement du pendule. Donc il faut faire ça dans des endroits, disons, libres de toute montagne, en race campagne. Vous prenez 2 lieux éloignés et vous constatez que finalement la gravité locale n'est pas la même. La période du pendule, la gravité locale n'est pas la même. Si la gravité locale n'est pas la même, c'est que vous n'êtes pas à la même distance du centre et que donc la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Les écarts sont petits, mais ça vous permet de faire des mesures dynamiques de la rotondité de la Terre, utilisant la dynamique pour déterminer la forme de la Terre. Ça, c'est dû à Christian Huygens, qui était un remarquable horloger, qui a fait des pendules et des horloges incroyables. Et donc, on change, on a 2 façons de se rendre compte que la Terre n'est peut-être pas si sphérique que ça. Il y a peut-être un petit écart à la sphéricité, la géométrie, la mesure directe sur le terrain et la mesure dynamique avec des pendules. Alors comment est-ce qu'on a finalement connu avec très grande précision la forme exacte de la Terre, c'est-à-dire la distance que chaque point à sa surface a par rapport au centre? Alors ça, c'est la seule façon de la voir précisément maintenant. Alors là, il y a eu toute une évolution, parce qu'encore une fois, on parlait, avant de revenir sur ce point de la précision de la forme de la Terre actuelle, il y a eu, disons, une discussion entre plate ou sphérique, et maintenant, il y a eu une discussion entre sphérique et ellipsoïdale, et il y a une discussion entre ellipsoïdale comme ci ou comme ça. Est-ce qu'elle est aplatie au pôle ou allongée au pôle? Il y avait des scientifiques de l'époque, des physiciens de l'époque, qui disaient, mais non, la Terre va être non pas aplatie au pôle, mais étirée au pôle. En gros, la Terre a-t-elle la forme d'un pamplemousse ou a-t-elle la forme d'un ananas? Enfin, l'ananas sans la queue d'ananas. C'est un pamplemousse, la Terre, ou c'est un ananas? Et donc, il a fallu faire des mesures géodésiques, et c'est toute une grande histoire incroyable des XVIIe et XVIIIe siècles, de mesures du méridien, sans parler du fait que la Révolution française, voulant fonder les unités de façon universelle, a voulu mesurer la longueur du méridien terrestre pour définir le mètre, comme la millionième partie du quart d'un méridien terrestre. Et donc, la nécessité de définir le mètre avec précision a rendu nécessaire la mesure d'un degré de méridien avec une grande précision. Degré de méridien qui dépend du lieu où vous êtes, si la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Et ce degré de méridien, il est plus court ou il est plus long quand vous êtes près du pôle, ou il est plus court ou il est plus long quand vous êtes près de l'équateur. Des mesures disaient plus court au nord. Ça veut dire la Terre est allongée comme un ananas. D'autres disaient mais non, c'est pas ça, la physique ne dit pas ça. Alors l'Académie a dit bon, on va régler le problème. Ils ont envoyé 2 expéditions, une au Pérou, une en Laponie. Alors l'expédition de Laponie, elle a été très vite réglée. Très rapidement, ils ont la réponse. L'expédition du Pérou, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur l'aventure scientifique et humaine que ça a été, avec des tas de catastrophes incroyables. Et pour mesurer 1 degré de méridien au Pérou, près de l'équateur, 1 degré de méridien
près de la Laponie, et ils sont revenus, et le débat a été tranché. La Terre n'est pas sphérique, elle est ellipsoïdale, quasi sphérique. Le pamplemousse l'a emporté sur Et l'ananas. le pamplemousse l'emporte sur l'ananas, la Terre est aplatie au pôle. Donc ça, c'était un point qui était important, parce qu'ensuite, il a fallu... Ça, c'est 18e siècle. Fin C'est plutôt les expéditions au Pérou et en Laponie. Le Pérou, c'est 1735. Elle est rentrée très rapidement, presque un an après. Et l'expédition du Pérou est rentrée beaucoup plus tard et a montré que le degré de méridien près de l'équateur était plus long que le degré de méridien, plus court que le degré de méridien au pôle. Donc, une fois qu'on a réglé ce problème, l'affaire n'est pas close non plus. C'est pourquoi la Terre a-t-elle cette forme? On revient à l'idée de cette forme résulte de l'action de toutes les forces qui jouent sur la Terre, sa propre gravité, la force centrifuge, et puis les forces internes de la Terre. Après, on a compris que la Terre était un astre, une planète vivante, comme on dit. Il y a des mouvements, il y a des inhomogénéités, bref. Il y a une forme que l'on va déterminer encore une fois par la géométrie, des mesures directes à la surface de la Terre. On va obtenir ce qu'on appellera l'ellipsoïde de référence, qui vient de la géométrie, toujours été à l'électrie. Et en même temps, cette forme de la Terre, elle résulte des forces qui influencent la Terre. Et ça fonde l'idée que la Terre a une forme d'équilibre qui résulte de force. Est-ce qu'elle est à l'équilibre qu'on appelle hydrostatique ou pas? Est-ce que cet équilibre va se modifier au fil du temps? Est-ce que la Terre n'a pas toujours été à l'équilibre hydrostatique? Est-ce qu'elle l'est maintenant? Est-ce qu'elle l'a été dans son passé ancien quand elle s'est formée? Et donc la question de quelle figure de la Terre, de quelle forme de la Terre parle-t-on, se pose. Avant d'en arriver aux mesures de précision, qui viennent évidemment parce qu'on remplace la géodésie de terrain, se raffine considérablement. Les mesures gravitationnelles de champ de pesanteur se raffinent aussi. On change les pendules par autre chose. Donc on a des mesures de plus en plus précises et on a une forme de la Terre gravitationnelle qui n'est pas exactement la forme de la Terre géométrique. Et c'est le mathématicien allemand Karl Gauss qui dit il faut couper les deux. Il y a deux choses. Il y a la forme ellipsoïdale approximée de la Terre mesurée par la géométrie, et puis il y a une autre forme qui est due à la dynamique, et cette forme, c'est un mathématicien allemand qui s'appelle Johann Listing, qui l'appelle le géoïde. Le géoïde, c'est, on dirait en physique, l'équipotentiel résultant de la gravité de la Terre dû à sa distribution interne de masse et à sa forme, et de la force centrifuge. Donc il y a une forme qui est une forme physique, au sens de la physique, et une forme qui est une forme géométrique au sens de je mesure avec mon arpentage, ma chaîne d'arpenteur, mes triangles, mes géodésies, je mesure la surface de la Terre. Les écarts sont mesurés, normalement on se dit les deux devraient coïncider, plus ou moins, aux montagnes près, à des petits détails près, ça devrait essentiellement coïncider. Elles ne coïncident pas pendant un certain temps, ce qui fait encore un débat. Alors qui a raison, qui a tort, qui fait les bonnes mesures, qui se trompe. Et le débat maintenant est complètement tranché aujourd'hui, puisque on observe la géodésie a fait des progrès évidemment stupéfiants avec la géodésie spatiale, avec le GPS, avec tout un tas de réseaux géodésiques au sol. Et la détermination du géoïde se fait pour les océans, se fait par altimétrie radar avec des satellites. Et pour la forme des continents, se fait en observant la perturbation de l'orbite de satellites dévolue à cette mesure, en mesurant les perturbations de leur orbite dues aux variations de gravité de la Terre. Donc on a une idée très précise de la forme du géoïde, et quand on montre cette forme, quand on la voit, vous regardez sur Internet, si vous cherchez géoïde terrestre, vous aurez tout de suite des très belles images. La Terre a une forme un peu curieuse, parce qu'évidemment, l'ellipsoïde l'approxime très bien, mais si on amplifie ces images que vous verrez sur Internet, typiquement, vous verrez les différences sont amplifiées pour qu'elles soient sensibles. Et on a une Terre qui est, disons, une forme un peu, disons, patatoïdale, mais avec une forme sphérique qui est une bonne approximation, une forme ellipsoïdale qui est une meilleure approximation, et maintenant les écarts entre le géoïde et l'ellipsoïde de référence, vu la qualité des mesures, est tombé à moins de 100 mètres. On a moins de 100 mètres d'écart entre... 100 mètres d'écart, c'est pas tout à fait négligeable. 100 mètres d'écart entre ces deux surfaces de référence, et elles se situent, les écarts les plus importants se situent évidemment du côté de l'Inde, enfin du côté des grands massifs de montagnes de l'Himalaya, des zones montagneuses. C'est compliqué, il y a des masses importantes à la surface de la Terre qui ne sont pas sous la Terre. Alors justement, parlons des montagnes. Vous avez dit tout à l'heure, Roland Lehoucq, que
Enfin, on a rappelé que plus un objet est petit, plus il peut supporter des montagnes très élevées. Mm. La Terre, elle pourrait supporter des montagnes de quelle hauteur avant que, sous l'effet de la gravité, elles viennent rentrer dans la Terre un peu comme un fil à couper le beurre? Alors, ça ne serait pas tant comme un fil à couper le beurre. On peut imaginer ça différemment. On peut imaginer une montagne, en première approximation, comme une pile de briques. Et vous empilez les briques les unes sur les autres. Alors, il faut prendre quelques précautions pour que votre pile soit bien verticale. Mais voilà, vous empilez les briques. Et on imagine aisément que la brique du fond supporte le poids de toutes les autres sur sa section. Donc, elle supporte une pression qui peut être assez considérable quand la pile est de grande hauteur. Et quand la pression exercée par la pile sur la brique du fond est trop considérable, supérieure en gros typiquement les forces qui lient la matière de la brique entre elles, eh bien la brique du fond va s'écrouler, va s'écrabouiller, va fondre, se détruire. Et donc là, il y a un moment donné, vous allez ajouter une brique qui va suffire à ce que la brique du fond, on dépasse sa résistance, la pression exercée dépasse sa résistance et boum, la pile descend d'une brique. Vous rajoutez une brique, et boum, la pile descend d'une brique. C'est cette hauteur maximale dont vous parlez. On peut l'estimer. Alors, je dis une brique, on pourrait prendre de la roche normale. Et cette hauteur, elle est de l'ordre sur Terre de 15 km. La plus haute montagne sur Terre ne peut pas être plus haute que 15 km. Quand on compare cette hauteur au rayon de la Terre, qui est 6378 km, le rayon équatorial, 15 km par rapport à 6378, ça laisse de faibles extensions autour de la forme d'équilibre qui résulte de la gravité et de la rotation de la Terre, donc autour de l'ellipsoïde du géoïde, autour de la forme d'équilibre de la Terre. Donc l'Himalaya n'est pas très loin de cette limite. Et l'Himalaya n'est pas très loin de cette limite, mais ça laisse du coup une Terre qui est essentiellement avec des petites aspérités. Si on avait une planète beaucoup plus grosse que la Terre, les aspérités autorisées seraient beaucoup plus faibles. Et donc, on aurait une planète d'une certaine façon plus lisse, entre guillemets. Et en revanche, quand on prend des objets plus petits, si on prend des astéroïdes comme Vesta ou Cérès, et là, sont autorisées des extensions énormes et donc des formes qui peuvent sensiblement différer de la forme sphérique. Et c'est ce que l'on constate dans les objets les plus petits corps du système solaire. Donc, un astéroïde, c'est une planète qui a des grosses montagnes. Exactement. Et les montagnes sont si grosses qu'elles ont la taille de la planète. Voilà. Un objet de petite taille, parce que sa gravité est trop faible, il autorise des excroissances sur la sphère qui sont de la taille de la sphère en question. Et à la fin, donc, du coup, ça veut dire que l'approximation sphère devient si mauvaise que l'objet n'est plus du tout une sphère. Donc la Lune est plus petite que la Terre, mais elle pourrait avoir de plus grosses montagnes que la Terre. Elle pourrait avoir de plus grosses montagnes. Elle n'a en l'occurrence pas de plus grosses montagnes que la Terre, parce qu'il faut aussi que ces montagnes se forment, qu'il y ait un processus qui procède à leur formation. Si on regarde la planète Mars, dont la gravité est 38% de la gravité de la Terre, la plus haute montagne sur Mars est un volcan qui s'appelle Olympus Mons et qui fait 26 km. Ayant une gravité en gros un tiers de la Terre, ça autorise des hauteurs en gros 3 fois plus élevées, donc plutôt 45 km. Donc l'Olympus Mons, il est autorisé, enfin on le constate, mais il tombe bien dans la gamme autorisée. Les plus hautes montagnes de Mars pourraient faire 45 km. Le rêve pour les alpinistes. Plus de dénivelé, moins de gravité. Exactement. L'Olympus Mons, alors certains se sont plu à essayer d'imaginer de gravir l'Olympus Mons. Il y a comme souvent plusieurs voies. Il y a la voie la plus longue qui fait 600 km de long, qui est en pente douce et qui doit être extraordinairement ennuyeuse. Et il y a la voie la plus intéressante qui est plus raide, un des flancs du volcan qui est plutôt raide, qui serait considéré sur Terre comme plutôt raide. Il doit être assez amusante parce que la gravité étant 38%, vous vous sentez léger. Modulo le fait que vous n'avez pas seulement votre pactage, vos piolets, vos cordes, etc. Mais vous avez en plus tout le matériel qu'il vous faut pour avoir chaud et respirer. Donc ça augmente votre masse et donc finalement c'est un peu encombrant aussi. L'essence matérielle, vous gardez la même masse, vous changez simplement de poids. Exactement. Donc si vous étiez toutes choses égales par ailleurs, s'il y avait la pression atmosphérique et la qualité d'air qu'on a sur Terre, enfin l'air respirable qu'on a sur Terre à la surface de Mars, et l'escalade de l'Olympus Mons serait quelque chose de probablement très fatigant, parce qu'il y a quand même 26 km, mais aussi extraordinairement incroyable par rapport aux escalades qu'on peut faire sur Terre. Je sais, Roland Leroux, que vous vous intéressez beaucoup à la science-fiction. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'homme escaladera le mont Olympus sur Mars ? J'en sais rien, il faudrait déjà... Pour l'escalader, il faudrait qu'on soit établi fermement sur Mars et pas par une petite base avec quelques pionniers. Bon, on peut toujours rêver à ça, hein, mais ça m'a l'air pas facile. C'est-à-dire, le fait que l'on veuille escalader, que l'on puisse escalader, c'est qu'il y a des gens qui sont sur Mars et qui ont du temps de loisir pour pouvoir aller près de l'Olympus Mons et l'escalader.
Ça suppose qu'on ait colonisé Mars ou qu'on se soit installé sur Mars à très très grande échelle, et c'est pas vraiment d'actualité dans les Oui, 2 quand ou on dit 3 que les prochaines années. alpinistes ont 300 gravi prochaines années. l'Everest sans oxygène, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont pris l'oxygène de l'air. Ils ont pris l'oxygène de Il n'y l'air, avait pas évidemment. d'oxygène en complément. Mais évidemment, c'est que la pression atmosphérique au sommet de l'Everest est plus faible, parce qu'on est simplement en plus haute altitude, que la pression atmosphérique au niveau de la mer. Le pourcentage d'oxygène dans l'air est le même qu'en bas. Simplement, la pression partielle d'oxygène est plus faible, et du coup, quand vous inspirez, vous donnez une inspiration, vous accumulez dans votre poumon un certain volume d'air qui va être plus faible que le volume au niveau de la mer, et donc avec moins d'oxygène dedans, vous êtes embêté. Bon, si je résume, Roland Louk, nous savons que la Terre est ronde, mais pas tout à fait, et nous savons exactement quelle est sa surface, quelle est la forme qu'elle a. Est-ce que des questions semblables se posent à propos de l'univers observable? Est-ce que ce sont les mêmes raisonnements? Est-ce que ce sont les mêmes conclusions qui font dire que l'univers observable a la forme sphérique? Est-ce qu'on connaît la forme de l'univers? Alors, l'univers observable, il a presque par définition une forme sphérique dont nous occupons le centre, parce que l'univers observable, c'est l'ensemble de toutes les choses dont de la lumière nous est parvenue. Donc ça veut dire que si on allait ailleurs, ce sera encore le centre. Exactement. Si on est ailleurs, on sera encore au centre du nouvel univers observable, un peu comme l'horizon se déplace avec le bateau sur la mer. Donc l'univers observable se déplace avec l'observateur. Il est presque par définition cet univers fini et sphérique. Alors maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que cette portion d'univers, l'univers étant compris comme l'ensemble de toutes les choses, est-ce que cette portion d'univers de l'univers auquel nous avons accès, l'univers observable, est-ce que cette portion nous indique des choses sur l'univers comme compris comme l'ensemble de toutes les choses? Est-ce que l'univers est infini? L'univers observable est fini par définition. Est-ce que l'univers est infini? Est-ce qu'il n'est pas infini? Et auquel cas, quelle est sa forme? Parce qu'on imagine avec peine un univers fini avec un bord. Ça laisserait supposer, un peu comme à l'époque de la Terre plate. La Terre plate pose des paradoxes dont se satisfaisaient les anciens en disant « j'arrive au bord, je jette une pierre, qu'est-ce qui se passe ?» Alors on vous raconte des monstres, ce que vous voulez, une mythologie qui se passe au-delà du bord. Donc pour l'univers et pour des physiciens, si on imagine l'univers comme une très grande boîte, avec un bord, même si l'univers observable est plus petit, il y a dans l'idée qu'on pourrait aller près du bord, tendre le bras, que se passe-t-il? Donc l'univers fini, l'univers avec un bord étant pas supportable, il faut, ou paradoxal, il faut supposer éventuellement que l'univers serait fini sans bord. Et là, il y a des modèles mathématiques d'espace qui sont finis et sans bord. Par exemple, la surface d'une sphère, c'est une surface qui est finie et qui n'a pas de bord. Vous pouvez arpenter la surface de la sphère sans jamais rencontrer d'obstacles qui bornent votre mouvement. La surface d'un tore, d'une bouée ou d'une roue de bicyclette, c'est pareil, une surface finie sans bord. Donc la question qui m'a intéressé un certain temps, c'est de savoir, peut-on valider ou non l'idée que l'univers a une forme, c'est-à-dire est-ce qu'il est fini et sans bord? Merci Roland Lehoucq, c'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Jean-Michel Bernot et à la réalisation François Connac.